Bonjour à tous, je suis Julien Frandon, je suis radiologue au CHU de Nîmes et on va parler pendant un petit quart d'heure de la radiologie interventionnelle, de sa place dans les saignements artériels abdominaux, digestifs, non traumatiques et non veineux. Donc les objectifs de ce cours là, ça va être rapide, 15 minutes, ça serait que vous ayez quelques bases épidémiaux sur les principales étiologies, principales indications, et en tant que compétence, que vous ayez un petit peu des arguments pour discuter des prises en charge et voir laquelle technique d'embolisation sera la plus adaptée en fonction de la localisation. Donc un petit rappel vasculaire, hein, le tube digestif, vous savez, c'est trois artères principales, hein, c'est le tronc cœliaque qui va donner des artères pour l'estomac, l'artère splénique des gastriques courtes et va donner l'artère gastro-duodénale qui va s'occuper de toute la région du bulbe et du premier duodénum. Vous avez l'artère mésentérique supérieure qui est très anastomosée avec le tronc cœliaque qui, elle, va vasculariser principalement le tube digestif, le jéjunum et l'iléon. Et vous avez l'artère mésentérique inférieure qui, elle, est de moins en moins anastomosée, hein. Vous voyez, plus vous allez vers le côlon, moins il y a d'anastomose, plus il y a des risques d'être ischémiant, hein, il y a moins de collatéral. Et elle va faire donc le côlon, le rectum. Et quand vous arrivez au rectum, vous avez les anastomoses avec les rectales moyennes et rectales inférieures qui dépendent des artères hypogastriques. Et quand vous arrivez sur le canal anal, le rectum, vous avez un réseau plus anastomotique. Par-dessus ça, vous collez le tube digestif. Donc, vous voyez, hein, l'estomac, le fundus, l'antre, c'est plutôt gastro-épiploïque, gastrique coronaire, gastrique gauche, gastrique courte. Le duodénum, le bulbe, c'est plutôt la gastro-duodénale. L'intestin grêle, plutôt la mésentérique supérieure. Et votre côlon, plutôt sur la mésentérique inférieure, avec toujours pareil, un gradient, hein, très anastomosé. Quand on dit que c'est sus-mésocolique, c'est ce qu'on va appeler les hémorragies digestives hautes. C'est au-dessus de l'angle de Treitz, hein, donc c'est tout ce qui se passe là. Donc très anastomosé, beaucoup, beaucoup d'anastomose. Et les saignements sous-mésocoliques, et notamment coliques, hein, et de moins en moins anastomosés, plus bas, donc des stratégies différentes. Donc l'épidémio, hein, les saignements digestifs, il ne faut pas chercher midi à 14 heures, c'est 80% des hémorragies digestives hautes, donc sus-mésocoliques, ce que je vous montrais tout à l'heure, donc c'est jusqu'à l'angle de Treitz. Ça peut toucher tous les âges, d'accord? C'est des jeunes comme des vieux. C'est principalement l'ulcère. Là, c'est deux gastro qui vont en première ligne, hein, toujours, un saignement digestif, et on ne pas penser à vous, hein, en première ligne. On pense aux gastro. Ce qui est intéressant, c'est de toujours discuter avec vos gastro pour bien leur dire de mettre des clips, hein, quand ils vont traiter leur saignement. S'ils peuvent vous mettre un clic, ça vous permettra, vous, de vous repérer après en angiographie. Quand le traitement endoscopique ne suffit pas, il y a une collaboration à mettre en place, hein, une collaboration avec le gastro, bien sûr, avec l'AREA, parce que des fois, c'est des patients qui vont pas bien, il faut une assistance anesthésique avec vous en salle, hein, parce que c'est des patients qui peuvent décompenser, et discuter aussi, toujours prévenir le chirurgien, parce que si vous n'y arrivez pas, et ben, la chirurgie arrivera en troisième ligne, hein. Vous serez la deuxième ligne, le gastro la première, vous la deuxième, et le chirurgien si vous n'y arrivez pas. Donc dans ce territoire, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anastomose. Donc le principal risque de votre traitement, c'est la récidive, hein. Vous allez vouloir traiter un maximum, essayer d'être le plus efficace. Et puis 2, 3 jours après, votre patient peut récidiver parce qu'il y a tellement d'anastomose que tout peut être repris en charge. Est-ce qu'on fait un scan? Est-ce qu'on va en angio? Donc il y a des études qui traînent, hein, notamment sur des modèles de souris où ils vous montrent que le scan, ça a une sensibilité plus importante que l'angio, hein. On dit que ça voit mieux les petits saignements, hein, jusqu'à 0,5 millilitres par seconde. L'angio, il faut des saignements un peu plus importants, 1 millilitre par seconde. Le scan, ça vous permet de localiser, hein, surtout, c'est votre GPS. L'angio, ça permet de traiter. Là, vous savez où c'est, hein. Le gastro est déjà allé, il vous dit où c'est, il vous a mis un clip. Donc, vous n'avez pas spécialement besoin de localiser. Donc, c'est des patients que vous pouvez prendre directement en salle, hein. Nous, c'est ce qu'on fait en général. C'est que le gastro y est, il voit qu'il n'y arrive pas, que ça continue de saigner, et ben, il est intubé, ventilé ou sous sédation, le patient, et nous, on le prend derrière et on fait le traitement complémentaire. Donc, pour ces saignements-là, on peut y aller en angio first parce qu'on n'a pas besoin de localiser. Le gastro nous a localisé le saignement. Les saignements, les 20% qui restent, eh ben, c'est les hémorragies digestives basses, hein. Là, c'est plutôt des patients âgés, c'est plutôt le diverticule, hein, hémorragique qui saigne. C'est toujours l'endoscopie en première ligne. Et après, quand ça suffit pas, eh ben, il faut discuter, hein. Il faut discuter pareil avec le chir, avec le réa. Le chir, pourquoi? Parce que si le saignement est bien localisé et que le chir vous dit, bah, moi, je peux l'enlever facilement, vu que ça sera le traitement,
pourquoi pas passer la main au chir. Après, vous, si vous y allez en interventionnel, et ben là, vous êtes dans le territoire moins anastomosé, plus à risque de nécrose, donc il faut prévenir le chirurgien, hein, et être le plus sélectif possible, le plus distal possible pour limiter la nécrose. Donc là se repose la question, ils y sont allés en endoscopie, et ils voient pas le saignement, ils savent pas, le côlon il est pas préparé, ils savent pas trop, est-ce que j'y vais en angio directement? Donc là je vous le déconseille, hein, il faut localiser, quand on ne sait pas où on est, il faut passer par le scan, et le scan nous permettra de localiser, permettra d'identifier la cause, et vous pourrez en discuter avec les chires pour voir quelle est la meilleure option pour le patient. Enfin, le reste, les histoires de chasse, hein, l'hémorragie d'origine grélique, donc ça c'est plus rare. La cause, souvent, c'est des angiodysplasies, hein. Ça, on a le temps. En général, c'est pas le choc hémorragique. Vous avez le temps, il faut se poser, il faut réfléchir. Toujours le gastro, hein, qui va aller voir en premier. S'il voit pas une origine, lui, il peut même faire des capsules, hein, pour voir. Il y a une collaboration, là, dans la collaboration, c'est toujours pareil, toujours les mêmes. On peut rajouter aussi dans la boucle le médecin nucléaire, parce que des fois, l'origine du saignement, la scintigraphie aux hématies marquées, c'est ce qui est le plus sensible, hein. Ça peut voir un saignement à très bas bruit, mieux que le scan, hein. Dans les études, pareil, sur modèle animal, ils disent qu'ils peuvent aller jusqu'à 0,3 millilitres par seconde, ils peuvent détecter un saignement. Et souvent, ces angiodysplasies, bah, le risque là, donc on a vu, hein, quand c'est proximal, très anastomosé, le risque c'est la récidive. Quand c'est distal au niveau du côlon, le risque c'est la nécrose. Et là, quand vous êtes sur les saignements gréliques, bah, le risque c'est que vous ne trouviez pas, c'est l'échec. Et on cherche des fois les angiodysplasies et c'est pas évident, on ne trouve pas. Donc, quand vous allez les prendre en radiologie interventionnelle, vous avez toujours votre boîte à outils, hein. Dans votre boîte à outils, vous pouvez tout envisager, hein. Donc là, on va voir des cas caricaturaux, puis on fera les cas cliniques en session plénière au JFR. Donc, vous pouvez aller sur le matériel résorbable, c'est ce qu'on appelle le Curaspon. Vous pouvez aller sur les agents liquides, hein. Vous avez les agents liquides de type plastique, comme l'Onyx, de type colle comme le Glubran. Vous avez les coils, les spires, hein, c'est ce qu'on utilise le plus, hein, c'est des coils qui peuvent être plus ou moins fibrés. On voit, il y a des petits cheveux. Vous pouvez utiliser des macro-coils qu'on appelle des plugs, qui peuvent faire des occlusions proximales. Et quand il y a une lésion d'un gros vaisseau, on peut même imaginer mettre une prothèse. Ça, c'est votre boîte à outils. Il y a aussi les particules, bien sûr, hein, calibrées, que vous pouvez utiliser. Ça, il faut l'adapter à comment vous allez vous retrouver sur l'artère, hein. Est-ce que vous allez être très ciblé, hein, directement dans l'artère qui saigne? Est-ce que vous allez être un peu moins ciblé, tronculaire, carrément pas trop ciblé? Ou alors on ne sait pas du tout où ça saigne et on fait un traitement qu'on dit probabiliste. Et en fonction de ce que vous allez choisir comme option, eh ben, vous allez adapter votre matériel. Donc par exemple, on y va. Là, c'est un saignement digestif haut, hein. On va focaliser là-dessus, là, en 15 minutes, pour que vous ayez des bases. Donc là, on y va, on le prend en artério. Donc là, vous avez l'artério, on est dans le tronc cœliaque, hein. On voit une artère un peu dysplasique, hein, avec l'artère hépatique commune, l'artère gastro-duodénale. On voit qu'il y a des petits clips dans la région, c'est là que ça saigne. Et on ne voit pas spécialement de saignement, mais là, on est très proximal, c'est l'anatomie, on fait le repérage et puis après, on va s'approcher. Donc, on s'approche, on y va sélectivement, on utilise un microcathéter. Donc, vous le voyez là, et là, on injecte et effectivement, là, on a le saignement. Donc là, vous voyez où ça saigne, hein, ça saigne dans cette région, on peut localiser, on a l'impression d'être devant ce cas de figure et on se dit, bah, il faut que je sois le plus sélectif possible et je vais aller me mettre là et je vais traiter. Donc là, je peux utiliser l'agent que je maîtrise, hein. On peut imaginer un coil, mais on peut imaginer aussi un agent liquide. Je le mets, je maîtrise ce que je fais. Et puis quand vous arrivez sur place, eh ben, il ne faut pas oublier, hein, c'est toujours très anastomosé. En général, on s'oriente plutôt vers un traitement de la sorte, hein. On a du mal à se mettre vraiment dans l'artère qui saigne parce qu'on ne sait pas exactement c'est laquelle, c'est des fines branches. En général, on occlue le segment. Et là, chez ce patient, donc on avait occlu, c'est sélectif, on a occlu un petit segment d'artère parce qu'il y a les anastomoses. Et on a utilisé un mélange de colle, hein, de colle pour protéger la distalité. Et après, on a mis un agent liquide de la colle pour vraiment exclure la zone pathologique. Et quand vous contrôlez en artériographie de contrôle, et ben, vous n'avez plus le saignement. Le patient s'améliore sur table, hein. Les anesthésistes vous disent tout de suite, c'est bon, le saignement est coupé. L'autre cas de figure, c'est un patient, il est pris voilà, en endo, pareil, un saignement digestif haut. Et là, vous le prenez en salle, pareil, vous faites votre angiographie
de la région. Pareil, là, donc là, toujours pareil, hein, c'est l'endoscopiste vous dit c'est le bulbe qui saigne, donc vous allez, vous faites l'artère hépatique commune, le, la gastro-duodénale, la gastro-épiploïque, et puis vous faites un temps tardif parce que votre endoscopiste n'a pas laissé les clips, hein. Les clips, c'est ça. En général, nous, on leur demande de laisser les clips, comme ça, vous localisez bien le saignement. Là, vous faites un temps un peu tardif, et on voit qu'il y a une hypervascularisation du bulbe, hein, duodénal. On n'a pas vraiment de saignement actif, mais voilà, ça colle avec ce que nous a dit l'endoscopiste, c'est là que ça saigne. Donc là, on y va en sélectif, on voit pas de saignement. Donc là, on dit ce qu'on fait, c'est un traitement probabiliste. On va exclure complètement l'artère gastro-duodénale. Donc ça, vous pouvez le faire dans la gastro-duodénale. Vous ne pouvez pas le faire dans l'artère mésentérique supérieure ou l'artère colique parce que là, vous allez avoir de la nécrose parce que c'est une zone à faible anastomose très ischémiante. Là, vous êtes sur une zone à beaucoup, beaucoup d'anastomose. C'est très anastomosé, on peut se le permettre. Et ça, c'est un traitement probabiliste qu'on fait régulièrement quand il n'y a pas vraiment de target. Et en fait, on exclut l'ensemble de l'artère gastro-duodénale. Et vous voyez bien, hein, on part de la gastro-épiploïque et on revient et on colle le tout, hein, parce qu'il faut vraiment exclure le tronc d'artère pour que toutes les petites branches qui portent au duodénum soient exclues, ne soient plus alimentées et ça limite le saignement. Et là, c'est pareil, hein, vous revenez à ras de la gastro-duodénale et n'ayez pas peur de l'ischémie, hein, parce que vous le voyez, même en bouchant tout, on a un réseau vraiment très anastomosé et toujours des petites collatérales qui viennent un petit peu à bas bruit reprendre la vascularisation du territoire, mais le fait d'avoir fait cette embolisation proximale permet de baisser le débit et de permettre aux patients de coaguler et puis de cicatriser. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite introduction et je vous donne rendez-vous au JFR où on discutera autour de cas cliniques, plus précisément des différentes techniques d'embolisation.